Yo les Globetrotters, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque je suis devant le ministère des Transports. Pour être totalement transparent avec vous, c'est l'un des conseillers du ministre qui m'a proposé de venir l'interviewer. Je ne suis évidemment pas rémunéré pour faire cette vidéo et comme beaucoup d'entre vous certainement, je suis très en colère contre ce gouvernement qui n'en fait pas du tout assez pour faire face aux défis environnementaux. C'est pour ça que je vous recommande de garder quand même un œil assez critique sur cette vidéo, même si évidemment je n'ai pas prévu d'être complaisant à l'égard du ministre, mais je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste sur tous les sujets qu'on va aborder, et c'est pour ça que je ferai probablement un petit fact-checking après cette interview. Bonjour. Alexis. Bonjour. Bonjour. Clément, enchanté. Enchanté. Tout va bien? Vous êtes bien installé? Ça va, il y a pire comme cadre. Oui, ça va. Alors quel bilan tirez-vous de l'opération du pass France-Allemagne? Alors ça a été un grand succès, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de connexions, beaucoup de demandes. Et donc aujourd'hui, ce sont en quelques heures, en fait, 30 000 jeunes Allemands et 30 000 jeunes Français qui ont pu avoir un pass pour circuler pendant 7 jours de manière illimitée sur une période qui va jusqu'à la fin de l'année 2023. C'était une expérience qu'on a tentée. On voit bien que ça crée une attente, crée une demande. Il y a eu plus de personnes connectées la première heure que pour un concert de Beyoncé, donc il y a une vraie attente chez les jeunes. Et je souhaite que cette expérience, on puisse l'amplifier et la pérenniser dans les années qui viennent. C'est une des mesures qu'on prend pour faciliter la mobilité écologique, le train en particulier, pour des jeunes. Je dis le train en particulier parce qu'il y a aussi beaucoup de réductions d'hôtels, d'auberges de jeunesse qui sont associées à ce pass. Donc c'est une vraie offre qui permet de découvrir un autre pays et de voyager en Europe. Est-ce que c'est possible de nous dévoiler le coût de cette mesure? Alors le coût de cette mesure, c'est à peu près 10 millions d'euros pour la France et pour l'Allemagne qu'on partage cette année. Donc c'est de l'argent, mais à la fois je pense que c'est un vrai investissement pour l'écologie bien sûr et pour développer l'accès au train, pour des jeunes qui n'ont pas toujours les moyens, pas toujours la possibilité. On a fait en sorte en France qu'il y ait justement dans les 30 000 Français qui en bénéficient 15 000 jeunes qui sont des apprentis, qui sont des étudiants boursiers par exemple, pour avoir une dimension sociale aussi. Et puis une dimension européenne, moi je suis très attaché à ça. Quand on est jeune, on n'a pas toujours une ouverture sur le monde, la possibilité de se déplacer, même dans le pays voisin, qu'on connaît souvent mal. Et c'est aussi une ouverture qui reste, je crois, pour toute une vie, quand on a vécu cette expérience à 18 ou 20 ans. Alors nous, les retours qu'on a eus, c'était parfois pas mal de frustration, de gens voilà, qui sont allés sur le site, qui a craché, etc. Justement, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un autre système à trouver que premier arrivé, premier servi, éviter qu'il y ait ce côté un peu déceptif? Alors je sais, je suis désolé, c'est toujours le problème quand on a des offres limitées, même si on avait fait 2 ou 3 fois plus, il y aurait eu beaucoup de jeunes qui n'auraient pas eu accès à ce pass. On a testé, tenté aussi, c'est une première expérience. Quand je dis qu'on va essayer de le pérenniser, c'est pour faire plus, pour donner accès à plus de jeunes. Et le site a planté, donc ça j'en suis désolé, c'est la rançon de la gloire ou la rançon du succès, donc on fera mieux si on prolonge l'expérience l'année prochaine. Les Allemands, ils ont choisi de distribuer 30 000 billets sur le principe premier arrivé, premier servi. En France, on a fait moitié-moitié, c'est-à-dire 15 000 premier arrivé, premier servi et 15 000 qui sont des apprentis, des étudiants boursiers notamment, qui en ont bénéficié directement par leur centre d'apprentissage ou le Crous par exemple. Et l'année prochaine, on va en tirer des enseignements à la fois sur le plan technique, sur le plan du nombre, peut-être l'étendre à d'autres pays européens. On travaille avec l'Irlande qui est intéressée, l'Italie a manifesté aussi son intérêt. Et moi j'aimerais bien, ça prendra sans doute quelques années, qu'il y ait un pass européen. C'est le fameux Interrail, mais qui est la gratuité ou des tarifs réduits pour que les jeunes voyagent de manière écologique, découvrent le monde, l'Europe en particulier. Et je pense que c'est vraiment une richesse, c'est pas naïf de penser ça, c'est comme Erasmus, quand on a vécu une expérience comme ça, jeune, adolescent ou jeune étudiant, et ben, on le garde comme une ouverture pour tout le reste de sa vie. Quels autres projets avez-vous prévus pour faciliter justement l'accès aux modes de transport bas carbone? D'abord pour les jeunes et puis après si vous voulez on pourrait élargir à l'ensemble de la population française. Alors ça c'est une opération ponctuelle, encore une fois, européenne, mais il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut faire de façon plus durable pour que les jeunes aient un accès pas trop cher au train. Cet été, ce qu'on va faire, c'est pour les trains intercités. Les trains intercités, ce sont les grandes lignes nationales qui ne sont pas à la grande vitesse. Une opération là aussi un peu exceptionnelle qu'on n'a jamais faite, où il y aura 200 000 billets à partir de ce 7 juillet, en vente jusqu'au 15 juillet, 200 000 billets à 19 € pour toutes les destinations intercités. Intercités, c'est des grandes lignes qui traversent le pays, c'est pour aller de Paris à Toulouse, de Bordeaux à Marseille. C'est 4 lignes de train de nuit aussi qu'on est en train de redévelopper. D'habitude, le prix, c'est entre 35 et 40 € à peu près. Donc on fait à peu près une division par 2 du tarif pour l'été. Là, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est accessible à tous parce qu'il y a des familles qui partent en vacances. Il y a beaucoup de gens qui ont un accès difficile au train et aux vacances. Donc on a décidé de ne pas le cibler sur les jeunes. Et puis pareil, on va voir si ça marche.
s'il y a un appétit pour ces trains intercités, qui sont parfois un peu moins connus que le TGV, pour partir en vacances cet été, eh bien on l'amplifiera et on le continuera aussi. Justement, je suis tombé sur un article récemment qui disait que le taux d'occupation des trains de nuit était passé de 40% en 2019 à 70% aujourd'hui. Est-ce qu'on ne sait pas déjà qu'il y a un intérêt pour ce genre de train? Bien sûr, on sait que le train est attractif, qu'il y a une envie de train. Parfois, l'obstacle, c'est le prix ou la disponibilité des lignes. Les chiffres que vous citez, c'est notamment pour les lignes de train de nuit. Donc on sait que le train de nuit est plus attractif et plus demandé qu'avant. C'est pour ça qu'on rouvre des trains de nuit supplémentaires. Par exemple, on va inaugurer à la fin de l'année 2023 Paris-Aurillac, Paris-Berlin aussi, pour reprendre un exemple européen. C'est un vrai gros changement et on va continuer à développer ces lignes dans les années qui viennent, acheter de nouveaux trains et ouvrir des nouvelles lignes. Et puis il faut faire en sorte que, pour les jeunes notamment, le train soit pas trop cher. J'ai évoqué quelques opérations, mais je crois qu'il faut mettre bout à bout ces opérations. Les régions ont fait des efforts énormes cet été, le train à 1 euro en Occitanie, les billets à tarif réduit dans les Hauts-de-France ou en région PACA, le pass illimité en Pays de la Loire ou en Grand Est. L'État fait cette opération, pas que pour les jeunes, sur les intercités. Moi, je pense qu'on peut mettre en place un pass, comme l'ont fait les Allemands par exemple, qui est d'ailleurs pas si économique que ça quand on compare à nos propres tarifs, mais il a l'avantage d'être unique, simple, connu, notamment par les jeunes. Et on peut faire ça d'ici l'été 2024, État plus région, faire une sorte d'équipe de France, du train pas cher. Moi, je veux qu'on travaille là-dessus dans les tout prochains mois. On a tout pour le faire. Et on a tous envie de développer le train et on fait des efforts financiers pour ça. Simplifions. Oui, ça, je peux que être d'accord avec ça. Alors, on va rentrer dans les sujets qui fâchent peut-être un peu. Selon le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est paru mercredi dernier, le rythme de baisse des émissions devrait être multiplié par un facteur 3,5 à 5 pour les secteurs des transports si on souhaite respecter nos objectifs. Le rapport précise aussi que les mesures que vous proposez pour maîtriser la demande sont insuffisantes. Est-ce que vous avez prévu de prendre en compte ces recommandations? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment? Alors, globalement, le rythme de baisse des émissions pour toutes les activités, toute l'économie doit doubler par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années, ces 5 dernières années en particulier. C'est une accélération énorme. Encore plus pour les transports. Pourquoi? Parce que les transports, c'est un des seuls secteurs qui n'a pas vu, pas qu'en France, ces émissions réduire ces dernières années, puisqu'il y a plus de mobilité, notamment plus de voitures, et donc c'est une transformation encore plus grande. Surtout qu'on sait que les transports, c'est quoi en pratique? Les émissions de gaz à effet de serre, c'est la voiture. 85 à 90% des émissions. Donc les mesures qu'on prend, je ne sais pas si elles sont toutes documentées, parce qu'il y en a qui sont récentes. Par exemple, quand on développe les bonus écologiques pour le véhicule électrique encore plus, notamment pour les ménages modestes, ça va permettre de décarboner la voiture. Moi, je n'oppose pas ça au développement du train. Le report modal de la voiture vers le train, c'est aussi essentiel, mais il faut faire les deux. Quand vous partez de 85% de déplacement en voiture, il faut aussi que la voiture devienne plus propre, moins souvent utilisée et plus propre. Donc on fait tout ça à la fois. Pas compliqué, il faut faire tous les leviers à la fois. Encourager le véhicule électrique, encourager le partage de la voiture. Quand vous faites du covoiturage, vous êtes 2 ou 3, vous divisez par 2 ou 3 les émissions de gaz à effet de serre qui sont faites. Et on a un plan pour le covoiturage. Je ne pense pas qu'il ait été pris en compte. Il a déjà triplé depuis le début de l'année 2023 le nombre de trajets en covoiturage au quotidien, grâce à une incitation financière. Et puis c'est ce qu'on va faire sur le train et les transports publics. On a évoqué beaucoup d'opérations sur le train. Les transports publics, ce qu'on appelle les RER métropolitains, ça prend 10 ans à développer parce que c'est des investissements nouveaux. Mais dans une douzaine de métropoles en France, à Bordeaux, à Toulouse, à Nancy, on va faire ce qu'on est en train de faire dans le Grand Paris, avec des lignes de métro supplémentaires, des lignes de transport public supplémentaires partout en France pour que les gens qui sont dépendants de la voiture, en général, on a plutôt envie de prendre des transports publics quand on peut, mais on ne peut pas. Et donc il faut qu'on développe ces lignes et qu'elles soient attractives dans toutes les grandes métropoles françaises. Ça, c'est entre maintenant et 2030-2035, par étape. Mais je crois qu'on met bout à bout toutes ces mesures. De toute façon, il n'y a pas tellement d'état d'âme à avoir. Il faut faire le maximum et renforcer ces investissements dans le ferroviaire, le report modal, des voitures plus propres. Là, pour le coup, les mesures que vous m'avez citées, c'est plutôt des mesures, on va dire, par exemple, la voiture électrique, c'est plutôt une mesure d'efficacité. Ce n'est pas une mesure qui vise à justement maîtriser la demande. Mais maîtriser la demande, ça dépend un peu des modes de transport. Moi, je ne veux pas maîtriser la demande de train. Non, ça, on est plutôt qu'il y ait plus de demandes de train et que la demande de voiture se transforme en demande de train. Les gens, ils veulent. Simplement, ils n'ont pas toujours les lignes de transport public qui sont disponibles ou le train a un prix attractif, par exemple, par rapport à l'avion. Et donc, il faut, là aussi, changer un peu nos politiques. Quand on prend le décret de 2h30 pour que sur certaines lignes aériennes, on ferme, quand il y a des alternatives ferroviaires et on ira plus loin, ça, c'est une mesure qui n'est pas une mesure de maîtrise de la demande, c'est une mesure de maîtrise de la demande d'avion, mais c'est une mesure de plus de mobilité par le train. Donc oui, il faut maîtriser la demande sur la voiture et sur l'avion, augmenter la demande sur le transport public et sur le ferroviaire, et activer tous ces leviers à la fois.
Je continue sur train et avion. On dit souvent, en fait, l'avion, il a des avantages. C'est vrai, il a un certain nombre d'avantages, il ne paye pas le kérosène, par exemple. Au niveau européen, on a engagé une discussion qu'on doit décider tous ensemble, donc ça prend un tout petit peu de temps, mais je pense que dans les mois qui viennent, on peut y arriver, qu'on taxe enfin le kérosène des avions qui, historiquement, par des accords internationaux, n'est pas taxé, ou qu'on fasse contribuer, par exemple, ceux qui prennent l'avion par une taxe renforcée sur les billets d'avion. Moi, ça ne me choque pas, ça finance la transition écologique. Donc, ce n'est pas que la maîtrise de la demande, mais oui, c'est la maîtrise de la demande aussi sur les transports carbonés comme la route et l'avion. Justement, c'était ma question suivante. Où est-ce qu'on en est justement sur la taxation du kérosène? Je sais que c'est un sujet qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Donc là, vous me dites que c'est possible peut-être d'arriver à un accord européen sous quelques mois? Oui, j'espère. C'est un combat, il faut être lucide. Il y a un accord international qui, depuis les années 50, fait qu'on ne taxe pas le kérosène. À l'époque, c'était parce qu'on pensait que l'avion, c'était super pour créer du lien entre les continents, les pays, etc. Bon, aujourd'hui, on veut plus d'écologie, c'est ça la priorité. Cet accord international, il permet des dérogations sur un marché donné. Donc si vous le faites à l'échelle européenne, vous pouvez taxer le kérosène à l'intérieur du marché européen. Si on le fait qu'à l'intérieur du marché français ou allemand, ça n'a pas beaucoup d'impact. À l'échelle européenne, ça commence à avoir beaucoup d'impact. Et donc on s'est battu pour que la Commission européenne, sans être trop technique, propose une législation, une directive qui change ça, qui impose la taxation. Elle est en discussion. La France défend cette taxation. Il y a quelques pays qui sont encore un peu réticents. Mais moi, je crois que si on se bat, s'il y a de la pression aussi de l'opinion publique, des parlementaires européens, on peut arriver à cet accord, j'espère, d'ici 2024. Est-ce qu'il y a des pays qui font déjà justement, qui taxent déjà le kérosène? Je crois qu'il y a la Suède, non? Peut-être. Alors, à ma connaissance, en Europe, je ne crois pas qu'il y en ait, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, quand vous le faites à l'échelle d'un pays, surtout si c'est un pays qui n'est pas la France ou l'Allemagne, c'est-à-dire parmi les plus grands pays géographiquement, vous avez en fait un impact très faible. Tant mieux s'il y en a certains qui ont commencé, ça veut dire qu'il y a un soutien à cette mesure. De même que moi, quand j'ai proposé la taxation des jets que j'assume et qu'on a commencé à faire en France l'année dernière, j'ai proposé ça au ministre des Transports européen, j'étais tout seul. Maintenant, il y a 4 pays, dont l'Allemagne, dont les Pays-Bas, dont l'Autriche, qui soutiennent cette mesure de taxation des jets un peu partout en Europe. Donc le débat change et progresse aussi. Et alors on va rester justement sur le sujet de l'avion, puisque c'est un peu mon combat également. Récemment, le PDG de Qatar Airways a déclaré qu'il était très sceptique sur le fait que les compagnies puissent respecter leur engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter le technosolutionnisme pour enfin oser parler de réduction du trafic? Mais les deux, moi je ne suis pas pour le technosolutionnisme dans l'idée que par la technologie, on ferait tout. Je pense néanmoins qu'il faut croire, pas comme une religion, mais comme une croyance dans l'humain, au progrès, à l'innovation, à l'investissement. Et objectivement, l'avion peut et doit se verdir. Quand on a les carburants durables, ça peut réduire de 40 à 50% les émissions de gaz à effet de serre d'un avion. Quand vous avez des nouvelles générations de moteurs, produites par les entreprises françaises par exemple, comme Safran, c'est 20% de réduction de la consommation d'énergie en quelques années avec le renouvellement de la flotte et le déploiement de ces nouveaux moteurs. Donc il y a un cœur, si je puis dire, qui est en effet technique, qu'il faut assumer. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout parce que ça mettra 10, 15, 20 ans peut-être. 25 ans pour un avion qui soit entièrement décarboné au moins. En attendant, il faut aussi des mesures de sobriété. Et donc ça veut dire plus de lignes ferroviaires et parfois des mesures restrictives, pour dire pas d'avion sur certaines lignes que du ferroviaire. Ça veut dire qu'on taxe davantage le mode de transport ferroviaire. Ça veut dire qu'on pèse aussi par des choix politiques sur le trafic. Moi, j'assume les deux. Et donc, ce n'est pas contradictoire de dire on peut faire l'avion bas carbone puis zéro carbone, d'assumer que ça va prendre du temps et que dans l'espace, on développe les modes de transport alternatifs et on taxe un peu plus le transport aérien. Moi, je suis pour cette espèce de cohérence et de continuité. Après, on peut avoir un débat sur le rythme, sur les curseurs. Le décret de 2h30 a fait couler beaucoup d'encre parce que certains disent qu'il faut aller sur plus de lignes. OK, on va le faire par étapes. Il faut aussi qu'on tienne compte de ce que font les autres pays européens. Récemment, le président de la République était au Salon du Bourget, a annoncé plus de 500 millions pour soutenir le secteur aérien par an, je précise, et notamment 200 millions pour les carburants d'aviation durable, ce qu'on appelle les SAF en anglais, oui, afin d'atteindre 6% des carburants consommés en 2030. Selon un spécialiste, Aurélien Bigot, un effort substantiel dont les gains climatiques seraient annulés en seulement 2 ans de croissance tendancielle du trafic. Donc, ce qui démontre bien qu'effectivement, aujourd'hui, l'aérien a connu des améliorations technologiques exceptionnelles, sauf que malgré tout, ils n'arrivent pas à baisser le trafic, à moins d'avoir une petite crise comme le Covid. Oui, bien sûr, mais d'abord le trafic international, vous parliez des réflexions de Qatar Airways et autres, on ne le maîtrise pas complètement. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire les efforts nous-mêmes, sinon on ne fait jamais rien, et qu'on les fait en plus au niveau européen, là on commence à avoir de l'impact. D'ailleurs, et on s'est battu pour ça, je me suis battu pour ça en septembre dernier, on a obtenu un accord international, 186 pays qui ont pris l'engagement juridique d'être neutre en carbone dans l'aviation, ce sont les accords de Paris de l'avion,
d'ici 2050. Après, je ne suis pas naïf, il faut vérifier. Les remarques que vous relatez montrent bien qu'il y a encore des efforts, que chaque pays, chaque compagnie suit cette trajectoire de décarbonation et au moins fait les efforts. Après, moi, j'assume complètement, j'ai défendu les deux. J'ai défendu la taxation des jets et le fait qu'on ait un effort, y compris public, de soutien à la recherche et développement dans l'aviation, notamment sur les carburants durables, sur les nouveaux moteurs, etc. Je ne sais pas chiffrer exactement le coût de la tonne de carbone évité, mais on aura besoin de l'aviation. D'autres pays vont continuer à croître en trafic. Et nous, on vend 50% des avions du monde par Airbus, nous les Français et les Européens. Donc si on arrive à produire des avions beaucoup plus propres, avoir une filière de carburant beaucoup plus propre, ça aura un impact sur les émissions françaises, sur les émissions européennes et sur les émissions internationales aussi par les avions qu'on vend. Mais encore une fois, vous avez raison, on le maîtrise chez nous, on ne le maîtrise pas en Inde, en Chine ou aux États-Unis. Il faut aussi qu'on ait des mesures de sobriété sur le trafic aérien. Alors c'est très difficile parce que soit vous mettez des plafonds, ce que font certains aéroports, mais en réalité c'est des mesures assez ponctuelles, soit vous mettez de la taxation pour dissuader un petit peu, je pense qu'il faut se priver d'aucun levier, soit ou en complément, et ça je crois beaucoup, vous développez aussi des modes de transport attractifs en alternative à l'avion. D'où l'idée que quand vous avez de la grande vitesse entre Paris et Marseille, entre Paris et Toulouse demain, entre Paris et Lyon, de fait l'avion il n'est plus utilisé et puis on peut aller jusqu'à l'interdire comme on le fait sur certaines lignes. Donc il n'y a pas de projet pour l'instant d'essayer justement de limiter le trafic, ne serait-ce qu'au niveau français ou européen? Ça dépend. Comment vous voulez le faire en vérité? Il faut rentrer dans le concret. J'ai entendu des idées comme celle de Jean-Marc Jancovici. On a eu ce débat ici même au ministère des Transports. Lui il dit qu'il faut mettre une sorte de permis de voler. Je ne sais pas s'il est exactement allé jusque-là, mais 4 vols dans une vie. Bon. Moi, je n'ai pas d'ailleurs de difficulté de principe. Il faut débattre de tout quand on a une urgence climatique. Mais ça va marcher comment? Vous aurez une sorte de carte d'identité. Vous aurez un vol enregistré, puis 5 ans après un autre vol, etc. Il y aura un trafic, il y aura des riches qui vont racheter des droits à voler aux pauvres, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça marche. Les mesures comme les 2h30, je pense que c'est une des options et il faut aller vers plus de lignes fermées. Ça, c'est clair. Et en même temps, développer le ferroviaire. Est-ce qu'on peut caper, mettre un plafond pour certains aéroports? Oui, c'est un débat qu'on a. Les Néerlandais le font sur un aéroport, mais en fait essentiellement parce qu'il était déjà saturé. Ce n'est pas l'option qu'on a prise en France, on a préféré fermer certaines lignes. Mais on peut tout imaginer, moi je suis ouvert à ça. C'est clair qu'il faudra des mesures de sobriété dans l'aérien aussi. Mais ça n'empêche pas, et ce n'est pas du techno-solutionnisme religieux ou fanatique, qu'il faut arrêter d'investir dans la décarbonation de l'aviation. Parce que si on peut avoir des petits puis des gros avions qui sont électriques ou décarbonés ou moins carbonés dans un premier temps, il faut le faire aussi. Et je n'ai pas de problème à ce que la puissance publique soutienne ça aussi. Pour finir un peu sur ce sujet-là, quand on compare les chiffres un peu, je suis un peu étonné. Ce que j'ai noté, c'est que la subvention d'équilibre que dépense l'État pour les trains intercités, elle est de 175 millions d'euros par an. Donc c'est vrai que si on la compare aux 500 millions pour l'aérien, on se dit que peut-être que le curseur pourrait aller un peu plus vers le train. Alors, il faut tout dire dans ce cas-là. Les subventions qu'on donne à l'aviation, aujourd'hui, elles sont très faibles. Et c'est normal. Il n'y en a que 2, en réalité, dans le budget de mon ministère. Il y a celles qu'on donne à ce qu'on appelle des lignes d'aménagement du territoire. C'est quelques cas, et on réduit la voilure chaque année, où vous avez une ville qui est très mal desservie par le train. Et si vous voulez qu'il y ait encore de l'emploi, encore des milieux économiques qui soient là, il faut les connecter à Paris. Donc il y a une petite subvention pour qu'il y ait encore un avion entre Paris et Aurillac, entre Paris et Rodez, mais on ferme aussi des lignes. Par exemple, entre Paris et Limoges, il n'y a plus de subvention qui est donnée parce qu'on estime qu'il y a d'autres moyens de relier ces deux villes en France. Bon. Donc, et on investit d'ailleurs pour rénover le train entre Paris et Limoges. Donc ça, c'est la première subvention. Je crois que c'est une vingtaine de millions par an. Vous voyez, c'est des petits montants. Et puis, il y a des subventions plus importantes pour décarboner l'aviation et pour prendre aussi l'avantage industriel, parce que les autres pays sont en train de faire la décarbonation de l'aviation. Je préfère que ce soit Airbus, Safran, nos grandes entreprises ou nos PME qui fassent ce travail de décarbonation que les Chinois ou les Américains. Et c'est à peu près 500 millions d'euros, ce n'est pas chaque année, c'est à peu près 300 millions d'euros en moyenne chaque année. Les intercités, c'est en fait un petit peu plus que ça, mais on va dire autour de 200 millions d'euros par an, effectivement. Mais tout ce que donne l'État et les régions en subvention au système ferroviaire, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros par an pour régénérer et moderniser le réseau, pour acheter de nouveaux trains. J'ai annoncé par exemple 500 millions d'euros d'un coup pour rénover d'ici 2027, changer en fait tous les trains entre Bordeaux et Marseille. Sur Paris-Limoges, le train, c'est 2 milliards d'euros qu'on est en train de dépenser pour tout rénover, 1,5 milliard sur la ligne intercité Paris-Clermont-Ferrand. Donc il y a vraiment, honnêtement, pas de comparaison possible entre l'effort public qu'on fait pour le ferroviaire, et c'est normal, et on l'accélère, ça sera 100 milliards d'euros d'ici 2040, c'est énorme, et ce qu'on fait pour l'aérien, qui est, et c'est normal, beaucoup plus petit. Donc si on compare tout, vraiment il y a un effort de l'État qui est plus significatif sur le ferroviaire. Dernier chiffre,
mon ministère des Transports, 85% du budget, c'est pour le ferroviaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous.